Bienvenue sur Animalier. Ici, on parle de santé animale autrement. Je suis Alexandra Denazel, vétérinaire, et dans ce podcast, je vous propose de croiser la médecine vétérinaire, l'ostéopathie et les données scientifiques pour mieux comprendre le vivant dans sa complexité. Chaque épisode est une exploration de ce que dit la littérature, de ce que montre la clinique et ce que ces liens peuvent nous apprendre sur la santé animale intégrative. Si vous êtes vétérinaire ou ostéopathe animalier curieux ou même propriétaire et que vous aimez questionner vos pratiques à la lumière de la science et du terrain, vous êtes au bon endroit. Place à l'épisode du jour. Et c'est parti pour le premier épisode d'Animalier, premier épisode de ce podcast qui, je l'espère, va durer. Ça fait des années que j'en parle et ça y est, le premier épisode est enfin sorti et vous êtes en train de l'écouter. C'est un épisode qui sortira aussi en vidéo, mais laissez-moi pour l'instant, je suis sur mon canapé, pas encore prête à mettre ça sur YouTube. Ça arrivera dans les prochains épisodes, c'est promis. Alors, pourquoi je sors ce podcast ? Parce que déjà, les formats Instagram, ils sont beaucoup trop courts, le temps d'attention est beaucoup trop court et ça m'a beaucoup contrariée. L'humeur du moment, c'est une humeur un petit peu de sidération et d'incompréhension face au positionnement de la médecine vétérinaire actuellement. Et j'avais besoin d'un format long pour l'expliquer et pour m'exprimer. Et je suis sûre que vous êtes nombreux à penser comme moi. Alors pourquoi cette incompréhension ? Déjà sur le fait que la médecine vétérinaire, elle se numérise énormément. Et on parle beaucoup de vétérinaires augmentés, notamment grâce à l'IA. Alors on en parlait même avant l'arrivée de l'IA, il y a une dizaine d'années déjà. Il y a des boîtes qui ont essayé de se lancer sur l'aide au diagnostic différentiel avec des algorithmes qui faisaient un arbre décisionnel, aussi en fonction du nombre de cas dans ta région, s'il y a des gastro, des trucs comme ça. Et on parle beaucoup de vétérinaires augmentés. Alors, petite anecdote que je n'avais pas préparée, mais c'est trop drôle. Aujourd'hui, j'ai vu un post sur LinkedIn qui était a priori généré par IA, je n'en suis pas sûre, qui disait qu'une thèse était sortie sur l'aide de ChatGPT dans le diagnostic de l'origine d'une boiterie du membre postérieur chez le chien. Et dans le nom de l'autrice, il y avait ces trois prénoms. Je dis n'importe quoi, Constance Marie Gertrude Després, j'ai pas les trois prénoms. Et le post LinkedIn se trompe dans le prénom de l'autrice et va dire Gertrude Després au lieu de dire Constance Després. Et le premier commentaire c'était je crois que tu t'es trompée dans le nom de l'autrice, certainement parce que ce post était généré par IA. Alors j'aime beaucoup l'auteur de ce post par ailleurs, mais ça m'a bien fait rire. Ça m'a bien fait rire parce que je me suis dit à quel moment on va déléguer notre cerveau, à quel moment on va déléguer tout notre outil diagnostic à des outils d'IA ou autres, et surtout notre esprit critique, sans prendre en compte la totalité du corps du chien. Parce que pour moi, la difficulté, ce n'est pas ni de détecter de quel membre va boiter le chien. Statistiquement, on sait de quoi il va boiter. S'il y a une boiterie sans appui du postérieur droit, il y a certainement une rupture du ligament croisé sur ce postérieur droit. Pas forcément, c'est pour ça qu'on a quand même besoin de ses mains. Mais statistiquement, on va tomber sur les bonnes causes. Et c'est pas ça la problématique. La problématique, ça va être l'examen clinique. Et je vais trouver, par exemple, qu'il va y avoir une compensation sur une épaule, une tension lombaire, par exemple. Et on va pas pouvoir régler cette problématique, par exemple le ligament croisé, simplement par la chirurgie d'un ligament croisé. Il va falloir adresser toutes les compensations qu'il y a eu sur le membre contralatéral, sur des membres antérieurs. Il y a quand même 60% du poids sur les antérieurs. Qu'est-ce qu'on en fait de cette donnée ? Et puis il va aussi falloir accompagner la convalescence, la réhabilitation de ce chien. Et je trouve justement qu'on est en train de glisser doucement mais sûrement vers une réflexion très binaire de la science, de la médecine et notamment de la médecine vétérinaire. Alors qu'est-ce qui m'a amené à devenir ostéopathe vétérinaire canin ? Déjà j'ai toujours voulu être vétérinaire parce que j'aime cette pluralité du métier, cette liberté qu'on a, cette vue d'ensemble qu'on a de la médecine. On fait à la fois de la pédiatrie, de la gérontologie, de la chirurgie. Et je me suis très vite, alors spécialisée entre guillemets,
je n'ai pas le diplôme de spécialiste, mais j'ai passé un diplôme de médecine interne qui est extrêmement difficile et qui s'appelle le CEAV de médecine interne des carnivores domestiques. Et j'ai très vite pris en charge des cas complexes en faisant moi-même toutes les analyses d'urine, les ponctions urinaires, les échographies abdominales. C'était passionnant. Je suis très vite montée en niveau pour creuser les cas, mais je me suis heurtée à une simplicité au niveau du traitement, entre guillemets bien sûr, où on avait une molécule thérapeutique qui allait traiter un symptôme. Par exemple, une douleur locomotrice, anti-inflammatoire. Bon, il y a plein d'autres molécules, mais je vais simplifier. Anti-inflammatoire. Et on ne cherchait pas la cause du symptôme. On ne creusait pas la cause d'une inflammation chronique sur une boiterie. On n'allait pas traiter ce muscle contracturé. On gérait juste la douleur, l'inflammation, mais on n'allait pas prendre en charge la totalité du corps du chien avec les compensations. Et, et l'environnement du chien. Est-ce qu'on allait changer je sais pas, le nombre de promenades, les sports qu'il faisait? Non, ça, on ne prenait pas vraiment ces problématiques-là en charge. Et j'ai très vite aussi compris, grâce à toute la bibliographie que je faisais, qu'il y avait des associations entre différents organes. Notamment, on a des associations entre le cœur et le rein. On a un axe cœur-rein qui est bien documenté. On a des associations entre des souffrances hépatiques et des problèmes de peau. Et maintenant, on voit même qu'il y a des associations entre le microbiote intestinal, des troubles du comportement, des problèmes dermatologiques. Et tout ça, c'était un peu exclu de mon CEAV de médecine interne, où on avait vraiment, déjà au niveau de mon mémoire et de mes cas cliniques, c'était vraiment par pathologie. On avait un cas de cancéro, un cas de gastro-entéraux, un cas d'uronéphro, mais il n'y avait pas lieu de mettre en lien toutes ces spécialités pour faire une prise en charge un peu collégiale et à la fois personnalisée et individualisée du cas. Et ça m'avait un petit peu frustrée. Alors du coup, je me suis penchée à la fois sur la médecine par les plantes, qui est une vraie médecine, c'est pas un truc de l'Uberlu, et je me suis formée à la fois en médecine vétérinaire et à la fois j'ai passé le DU de phytothérapie de la faculté de médecine de Nantes. Ça m'a passionnée. Les intervenants étaient extraordinaires et j'ai vu cette notion de prise en charge globale d'un individu en se questionnant sur les réserves mitochondriales, en prenant en charge l'environnement. C'était vraiment passionnant. Et je me suis aussi formée en médecine manuelle, en ostéopathie, parce que ça faisait certes 10 ans que j'étais praticienne, mais je ne savais pas bien poser mes mains, j'avais pas affiné mon toucher. Et je ne savais pas détecter des tensions, des fascias, des tensions musculaires en séparant bien les muscles sous mes doigts. Et même pendant le CAV de médecine interne, il y avait des professeurs qui appuyaient fort sur les lombaires, par exemple. Le chien réagissait, il disait ah, il y a une douleur lombaire. Bah oui, enfin, même si tu appuies vite et fort sur un iliopsoas, le chien il va se retourner, il y aura une douleur iliopsoas. C'est d'ailleurs peut-être toi qui va l'avoir engendré. Mais mais c'était tellement, à nouveau, binaire et lacunaire dans cette prise en charge médicale que j'ai décidé de me former aussi sur ce toucher. Et j'ai aussi eu envie, notamment aussi par le fait que je suis devenue maman et que j'ai eu des consultations en pédiatrie lunaire où j'avertissais sur certains symptômes et on m'envoyait balader en disant mais non c'est bon, prends ce médicament, ça va aller, mais pas du tout, que j'ai vraiment compris l'intérêt du propriétaire, aussi bien que la maman est importante pour expliquer les symptômes de son enfant et dire là il y a un truc qui va pas, je le sais, je le sens, aidez-moi. Le propriétaire est là pour dire il y a un truc qui va pas chez mon chien, je le sais, je le sens, aidez-moi. Pour moi, la santé de l'animal, elle appartient aussi au propriétaire. C'est pas que un monopole du médecin. Le propriétaire, à mon sens, doit être un acteur de la santé de son animal et il doit aussi comprendre les pathologies. Et on doit se questionner sur les ressources dont dispose ce propriétaire-là pour comprendre ces pathologies-là. Je me suis dit que c'était une aberration de ne pas questionner la personne qui prend soin au quotidien de son animal, qui a forcément remarqué des choses, il ne peut pas nous les dire dans une consultation qui dure 10-15 minutes
On n'a pas le temps de questionner et de laisser la place à ces éléments-là d'être dits en consultation. Parfois, c'est en ouvrant la porte où il nous dit au fait, il y a ci, il y a ça, et on fait oh là là, mais c'est beaucoup plus complexe que ce que j'avais pensé. Et du coup, j'ai décidé de respecter mes valeurs de soins et de faire des consultations longues, ce qui n'allait pas avec des consultations de médecine interne poussées au sein d'une clinique vétérinaire. Donc, j'ai pas monté une clinique vétérinaire classique, j'ai monté un cabinet d'ostéopathie et de phytothérapie vétérinaire où mes consultations elles durent entre 45 minutes et 1 heure et où je prends le temps de questionner et où on prend le temps de discuter à bâton rompu comme ça lors du soin et où on découvre beaucoup de choses. Et je questionne aussi sur les ressources du propriétaire. C'est-à-dire que c'est important de savoir combien ils sont à la maison, quel est le temps dont dispose le propriétaire. Si la personne elle travaille de 8 heures à 20 heures, c'est pas pareil que d'avoir une personne qui est retraitée. Si on a quelqu'un qui a été opéré du genou, il va pas forcément pouvoir faire autant de balades que quelqu'un qui est en bonne santé. Et on a aussi des ressources économiques qui vont être importantes et qu'il faut savoir questionner. Par exemple, si quelqu'un n'est pas disponible, il peut peut-être payer quelqu'un pour faire les balades de son chien. Et du coup, on va pouvoir proposer des alternatives ou au moins être à l'écoute des ressources du propriétaire. Alors pourquoi je lance ce podcast maintenant? Parce que je pense qu'il faut faire entendre cette voix. Je ne suis pas la seule à avoir ces valeurs du soin de l'animal et je trouve que cette voix-là n'est pas assez connue, pas assez diffusée. Et je suis aussi sidérée par l'importance des messages qui sont humiliants et infantilisants qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Alors je sais qu'il faut faire du clash pour être vu, qu'il faut être clivant, mais je trouve ça lunaire et moi qui suis très scientifique, qui adore faire de la bibliographie, je trouve qu'on manque de recul parfois. Par exemple, quand je vois que il y a des publications en double aveugle qui disent que les chondroprotecteurs ne marchent pas, mais les essais cliniques sont faits sur des animaux qui ont déjà énormément d'arthrose, souvent visible à la radiographie. Et je me dis à quel moment on porte des conclusions comme ça. C'est comme si vous disiez non, fumer n'a pas d'impact sur la qualité de la peau, le soleil n'a pas d'impact sur la qualité de la peau et pas besoin de mettre une crème hydratante pour entretenir sa peau sèche. Ça n'a pas d'impact. Regardez, on a fait des études sur ces mamies de 80 ans complètement ridées. On leur a interdit de fumer, on les a mis à l'ombre et on a mis une crème et elles ont toujours autant de rides qu'avant, ça ne fonctionne pas. Mais je me dis, mais déjà, est-ce qu'on peut mettre en place les multifacteurs? L'arthrose, c'est multifactoriel. Et est-ce qu'il y a des études qui prennent en compte l'évolution des chiens et de leur locomotion sur une vie de 15 ans en mettant en place des mesures pour pallier l'arthrose? Non, ça n'existe pas. Parce que c'est déjà pas intéressant économiquement. Et en plus, suivre des cohortes comme ça, ce serait compliqué. Et à la fin, de toute façon, ce qu'on aurait en conclusion, c'est il y a trop de paramètres qui varient, on ne peut pas conclure. Et je comprends pas qu'on ait une réflexion complètement binaire et qu'on dise aux gens des mots infantilisants. Et je pense qu'on peut prendre un petit peu de recul et accepter cette part de doute et de questionnement dans la médecine. Alors bien sûr, c'est un avis qui est complètement subjectif, mais moi je vois des chiens qui depuis la moitié de leur vie ont par exemple des chondroprotecteurs et ils ont une plus belle mobilité que ceux qui n'ont jamais eu de complément alimentaire. Et effectivement, ils ont aussi certainement des propriétaires un peu plus investis aussi sur la gestion du poids, sur les exercices qui sont dédiés. Et bien sûr, ce n'est qu'un avis extrêmement subjectif. Mais je pense que cet avis compte. Et je pense que cette voix vaut la peine d'être entendue. Et elle n'a en aucun cas l'objectif d'être clivante ou d'être dans le clash. Au contraire, j'aimerais qu'on puisse discuter posément de ces points de vue, être d'accord sur des désaccords quand ça ne fait de mal à personne. Et qu'on peut se questionner et écouter les retours d'expérience des propriétaires et des vétérinaires. Bref, j'ai envie de prendre la parole avec des lectures qui n'ont pas forcément un avis tranché, qui laissent place à la réflexion et au doute, parce que pour moi, le doute fait partie de la science, qu'on ne peut pas tout le temps avoir une réflexion binaire, comme on peut la retrouver dans des posts générés par IA, comme on veut la retrouver dans des études en disant c'est oui ou c'est non. Et en fait, la plupart du temps, c'est multifactoriel.
Je veux redonner cette place au doute, je veux redonner cette place au propriétaire, je veux redonner cette place à l'œil critique, mais pas à l'œil critique lors d'un test de 15 minutes, à un œil critique au quotidien. Est-ce que ton animal a du mal à monter le canapé alors qu'il le montait très bien jusqu'ici? Est-ce que tu sens qu'il a une douleur quand tu le brosses alors que jusqu'ici il n'avait pas cette douleur? Redonner la parole, redonner le goût de l'observation au propriétaire, redonner cette place au ressenti lors de la consultation, redonner aux soignants cette place qui, là, n'est pas que scientifique, dans une réflexion binaire de ce qu'est par exemple l'arthrose ou de ce que n'est pas l'arthrose, mais une prise en charge qui comprend l'empathie et l'humain, en plus de laisser place à celle de l'expression du doute dans la bouche du soignant. Voilà, c'est un épisode billet d'humeur. Je vais sortir des podcasts sur le prochain, c'est sur l'arthrose du chat, et je vais vous donner en lien cliquable un baromètre de l'arthrose du chat, justement. Ça va vous donner des pistes pour savoir déceler est-ce que votre chat a des difficultés locomotrices ou non. On verra dans cet épisode qu'il y a à peu près 5 critères majeurs et puis il y a d'autres critères mineurs qui se recoupent. Il y a des études récentes qui sont sorties là-dessus. Bien sûr, ça laisse la place aux examens complémentaires également, mais on verra qu'il n'y a pas que ça. Et je vais aussi vous sortir, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé des formations sur certains points précis, assez niches. On m'a demandé notamment les muscles fléchisseurs de la hanche du chien. Au début, je me suis dit, bon, pourquoi? Et je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait pas mal de biblios à faire dessus et des articles qui se contredisaient entre eux. Et donc on ne faisait pas attention non plus à la mise en place du muscle dans le mouvement et aux pathologies associées aux lésions de ces muscles-là. Donc finalement j'ai trouvé ça passionnant. Je vais vous le sortir dès que j'aurai réussi à maîtriser les outils informatiques parce que ça, c'est pas mon fort. Et je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Bye bye.